J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'une maladie sur laquelle je travaille depuis 25 ans, qui se trouve à l'interface entre deux filières santé maladies rares, la Brain Team, la neurologie qui est animée par Christophe Verny, et puis l'ophtalmologie dans la filière santé sans gène qui est animée par Hélène Dolphus. Donc, je vais vous parler de l'atrophie optique dominante, et je vais rapidement vous décrire cette pathologie, mais surtout essayer de vous montrer quel fut l'apport d'une approche de métabolomique sur cette maladie pour définir, je veux dire, potentiellement un traitement par micronutrition pour cette maladie. Donc, voilà ce que... Là non plus, ça ne marche pas. L'écran qui est bloqué. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. Là, il fait quoi? Voilà, là, ça marche parfait, très bien. Bon, donc voilà ce que voient grossièrement les patients auxquels on s'adresse au niveau du centre de référence maladies rares mitochondriales, puisque l'interface entre la neuro et l'ophtalmo se trouvent les maladies rares mitochondriales. Donc ils sont atteints d'un scotome central, ils ne peuvent plus regarder, mais ils peuvent voir et percevoir. Ils ont une notion relativement objective de leur périphérie et de leur environnement, mais ils ne peuvent plus avoir une vision centrale précise. Ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas regarder la télévision, ils ne peuvent pas vous reconnaître. Il y a aussi une dyschromatopsie avec une perte des couleurs dans l'axe jaune-bleu. Et puis, bien évidemment, une acuité visuelle périphérique qui est largement moins bonne que l'acuité visuelle centrale. Alors, c'est une maladie qui affecte très spécifiquement le nerf optique. C'est donc deux nerfs qui quittent l'œil pour transporter l'information visuelle depuis votre rétine jusqu'à votre cortex occipital. Vous voyez avec l'arrière de votre tête et vos yeux, et entre les deux, avec votre nerf optique. Donc sachez que dans chacun de ces nerfs, il y a 1,2 million d'axones de cellules ganglionnaires de la rétine qui transduisent 15 informations par seconde, jour et nuit, ça fait du 18 mégabits chaque nerf optique, chaque seconde de votre vie pendant 100 ans. C'est donc un processus qui est extrêmement énergivore et ce n'est pas surprenant que dans la plupart des maladies mitochondriales héréditaires, on retrouve une atteinte du nerf optique, qu'elle soit sévère ou qu'elle soit relativement légère. Alors, je ne rentrerai pas dans le diagnostic. Vous avez à gauche une consultation, un examen clinique ophtalmo d'un patient contrôle. À droite, vous avez un patient atteint d'atrophie optique dominante. Donc, il y a la présence d'un scotome central par rapport à la tache aveugle ici. Il y a la présence de cette pâleur papillaire qui traduit la perte des axones des cellules ganglionnaires. Et on peut objectiver ça avec l'OCT. Une des caractéristiques de cette maladie, c'est avant tout d'être à évolution relativement lente. Elle touche à peu près une personne sur 15 000, ça veut dire que globalement, on a 3, 4, 5 000 patients en France. C'est une transmission autosomique dominante, ça veut dire qu'un des deux allèles du gène affecté est suffisant pour entraîner la maladie. Il n'y a pas d'effet genre, contrairement à la neuropathie optique héréditaire de Leber, où c'est les hommes qui sont atteints et les femmes qui ne le sont pas. Donc j'ai dit que c'est une évolution très lente entre une acuité visuelle qui est relativement bonne à la naissance, qui va dégénérer très doucement, très lentement au courant de la vie, sauf pour certaines mutations qui vont être des mutations sévères et qui vont entraîner une perte d'acuité visuelle relativement rapide et après un maintien dans la basse vision, voire dans la cécité légale. En général, les patients qui ont une atteinte visuelle très rapide sont syndromiques et vont présenter aussi une neuropathie auditive, sensorielle. Donc, il y aura une bimodalité, vision, audition. Et là, ça devient grave pour les patients. Alors, depuis 25 ans qu'on a identifié le gène OP1 responsable de cette maladie, qui est le principal gène, nous avons publié il y a 2 ans en arrière un résultat qui vient du fait qu'on crible au CHU d'Angers l'ensemble des patients
pour le diagnostic moléculaire de cette maladie. Et donc, OP1 reste le gène majeur, principal, bien qu'il ait été diagnostiqué ici, il soit un peu surreprésenté par rapport aux autres gènes impliqués dans cette maladie-là. Mais OP1 reste le gène principal, avec grosso modo 60% des néo-cas, des cas qui arrivent chez nous, avec une mutation dans ce gène. Alors, c'est une maladie mitochondriale. Lorsqu'on a affaire à une maladie mitochondriale, il y a deux défis en termes de compréhension. C'est d'abord identifier quel est le mécanisme moléculaire propre à la mitochondrie qui est affectée, et puis ensuite expliquer la spécificité tissulaire, sachant que là, le gène impliqué dans cette maladie, muté, va être exprimé dans tous les tissus du corps, à part les globules rouges qui n'ont pas de mitochondrie. Donc, comprendre ces deux étapes et revient à comprendre la physiopathologie de cette maladie. Donc, première étape, comprendre le mécanisme. Et très rapidement, j'ai un résumé ici, ce n'est pas vraiment l'intérêt de mon topo aujourd'hui. Ce qu'on a montré, c'est que la protéine OP1 est impliquée dans la dynamique des deux membranes de la mitochondrie, à la fois membrane externe. Donc, lorsqu'on perd OP1, eh bien, on a des mitochondries qui deviennent complètement fragmentées. C'est aussi une protéine qui est impliquée dans la structuration des crêtes mitochondriales, mitochondrie normale ici, en absence d'OP1, ou dans une situation d'haploinsuffisance, eh bien, on a une perte de structuration des crêtes mitochondriales. Donc là, au niveau mitochondrial, on a compris, OP1, c'était la première fois qu'on mettait en évidence une maladie mitochondriale qui était liée à la structuration des membranes, est impliquée à la fois dans la dynamique membrane externe et dans la dynamique membrane interne mitochondriale. Alors maintenant, pourquoi les cellules ganglionnaires de la rétine sont affectées lorsqu'on touche à la dynamique mitochondriale? Donc, il y a une particularité de ces cellules, c'est qu'elles ont leur soma au niveau de la rétine, elles ont leur synapse au milieu de votre cerveau. Entre les deux, il y a un axone qui fait 8 cm, et à l'intérieur de l'œil, les axones ne sont pas myélinisés. Lorsqu'on passe à la lame criblée, qui est une structure physique qui sépare l'œil du nerf optique, les axones deviennent myélinisés. Ils ne sont pas myélinisés à l'intérieur de l'œil, simplement pour ne pas interférer avec la vision, avec l'information visuelle qui arrive dans l'œil. La myéline aurait apporté une forme de perturbation de la transmission de l'information visuelle. Donc, on a été voir à quoi ressemblait le réseau mitochondrial à l'intérieur des cellules ganglionnaires. Vous avez ici une rétine, l'émergence du nerf optique. Vous pouvez voir ici avec ces deux marquages que là où on a beaucoup de myéline, donc en rétrolaminaire, en arrière de la lame criblée, eh bien, on a très peu de mitochondries. En amont de la lame criblée, donc dans cette partie ici qui jouxte la rétine, on a énormément de mitochondries. Donc, il y a clairement une distribution hétérogène des mitochondries en fonction de l'état de myélinisation des axones des cellules ganglionnaires de la rétine. Et puis, on s'est posé la question de savoir quelle était la structure de ces mitochondries de part et d'autre de la lame criblée. Donc là, vous avez en microscopie électronique des mitochondries avant la lame criblée, donc là où les axones ne sont pas myélinisés. Vous voyez qu'elles sont extrêmement nombreuses et sphériques avec un contenu matriciel qui est relativement clair. Si on va derrière la lame criblée, là où les axones sont myélinisés, vous voyez ici ces traits noirs qui correspondent à la myéline, les mitochondries sont allongées avec un contenu matriciel qui est beaucoup plus dense. Et entre les deux, exactement au niveau de la lame criblée, vous pouvez voir qu'il y a une transformation de ce type de mitochondrie en ce type de mitochondrie qui suit la myélinisation progressive de l'axone. Donc, par rapport à ça, on met en évidence que la dynamique mitochondriale est un élément clé de la physiopathologie. Et on est très content de ce résultat-là parce que, globalement, on peut dire que l'atrophie optique est liée à une altération de la dynamique mitochondriale et que cette altération de la dynamique mitochondriale est critique pour la fonctionnalité et la physiologie du nerf optique. Donc, l'atrophie optique dominante, à cette époque-là, donc dans quelques années en arrière, était probablement la première maladie mitochondriale pour laquelle on pouvait apporter un rationnel fort sur l'explication de sa spécificité. Donc, tout ça, c'est très beau, mais finalement, ça nous apporte une vision sur la physiopathologie, mais ça ne nous explique pas nécessairement pourquoi la mitochondrie est dysfonctionnelle et les cellules ganglionnaires le sont aussi. En particulier, ça ne nous explique pas non plus quelles sont les conséquences de l'altération de la dynamique mitochondriale sur la fonctionnalité mitochondriale. Alors, la mitochondrie, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est une magnifique machine
qui va métaboliser les carbohydrates que vous mangez. Vous mangez et vous respirez essentiellement pour alimenter votre mitochondrie, pour faire deux choses, de l'ATP, vous produisez chaque jour votre propre masse d'ATP grâce à vos mitochondries, consommez aussi, et puis la température, et sachez que la mitochondrie, sa température interne, c'est entre 45 et 50 degrés, et c'est nécessaire à maintenir votre corps à 37 degrés. La mitochondrie, c'est aussi une merveilleuse plateforme métabolomique qui va intégrer un certain nombre de précurseurs d'origine cytoplasmique ou d'irréticulum endoplasmique et qui va utiliser ces précurseurs pour participer à la synthèse des acides aminés, des carbohydrates, des lipides, des nucléotides et des stéréoïdes. Ça nous amène à définir finalement ce que peut apporter la métabolomique pour aller étudier quelles sont les conséquences d'une dysfonction de la dynamique mitochondriale sur les voies métaboliques impliquées dans la mitochondrie. Et donc, on sait que globalement, actuellement, il y a entre 80 et 100 000 métabolites différents de poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton à l'intérieur de nos cellules. Avec les technologies qu'on a au laboratoire, on est capable d'identifier à peu près 1000 métabolites, et ceci grâce à la spectrométrie de masse. Donc nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est en quoi finalement la métabolomique pouvait refléter le phénotype du patient. Ça intègre en effet le côté inné lié à la génomique qui passe par la transcriptomique protéomique pour arriver à la métabolomique, mais ça intègre aussi tout l'exposome du patient et donc la partie acquise de ce. Donc la démarche de métabolomique médicale qu'on a montée au laboratoire, ça consiste à recruter des cohortes de patients, à minima 20 patients par cohorte, et les comparer à des contrôles. Après, la démarche expérimentale, elle est relativement simple. Elle est préanalytique, analytique, post-analytique. Le préanalytique est quelque chose d'absolument crucial parce que lorsque vous faites un prélèvement sur les patients, il faut que ce soit à une heure précise, à un moment précis, dans une condition précise et en général par la même personne qui réalise le prélèvement afin d'éviter tout biais dans l'analyse métabolomique. Donc ce côté-là est extrêmement important. Ensuite, les échantillons sont passés dans le spectre de masse. Et puis, il y a toute l'analyse post-analytique, avec les statistiques multivariées. Globalement, ce qu'on peut attendre d'une étude métabolomique, c'est de discriminer les échantillons au travers d'un scatter plot, avoir les contrôles d'un côté, les patients de l'autre, et puis définir une signature avec un Wald-Quantum plot pour identifier les métabolites qui sont surreprésentés ou sous-représentés dans votre pathologie. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait d'une manière extensive pour OP1, l'atrophie optique dominante, en utilisant des échantillons qui viennent de patients, soit du plasma, soit des fibroblastes, soit d'un modèle murin qui reproduit la pathologie en prenant des organes ou des mèches. On a fait la métabolomique ciblée, non ciblée, la lipidomique. Je vais vous présenter rapidement les résultats qu'on a pu obtenir. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a été extrêmement surpris de voir l'étendue de cette signature métabolomique associée à une variation de dynamique mitochondriale. Donc, on a mis en évidence un déficit en phosphore, on a mis en évidence un déficit en synthèse des sphingomyélines qui reflète l'altération de la myéline des cellules ganglionnaires de la rétine. On a mis en évidence des déficits de synthèse des phospholipides qui correspondent à une altération de la dynamique membranaire mitochondriale. On a aussi mis en évidence l'augmentation d'antioxydants qui reflètent une anomalie ou une surproduction de réactifs oxygénés par la mitochondrie, et puis une altération du métabolisme des nucléotides qu'on peut associer au fait que chez les patients, on retrouve très fréquemment des lésions dans l'ADN mitochondrial. Et un point qui nous a vraiment interpellés, c'est le fait qu'on a trouvé une réduction majeure des précurseurs de NAD, nicotinamide. Et donc, on a été faire un dosage, on a mis au point un dosage par spectrométrie de masse du NAD chez les patients. Et ce que vous pouvez voir, c'est que par rapport à une population de contrôle, chez les patients qui sont soit asymptomatiques, soit symptomatiques, on a une réduction de 35% de la concentration en nicotinamide. Et chez les patients qui sont syndromiques, donc atteintes visuelles et auditives, on a une réduction de 65% de la concentration en NAD. Donc ça nous a mis une puce à l'oreille. On s'est posé la question de savoir si on retrouvait ça dans une maladie non rare, mais dans une maladie commune qui touche aussi le nerf optique et pour lequel on sait qu'il y a une application de la mitochondrie. Et donc, on a testé le plasma de patients qui ont un glaucome
Et vous pouvez voir ici que sur une cohorte initiale, une cohorte réplicative, là aussi par rapport aux situations contrôle, on trouve dans le plasma de ces patients une réduction de 30% de nicotinamide dans le plasma chez les patients glucomatiques. Donc, je vous synthétise ici très rapidement les résultats qu'on a obtenus avec les signatures métabolomiques obtenues pour 2 pathologies, maladies rares qui touchent spécifiquement le nerf optique, donc l'atrophie optique dominante que je vous ai présentée, la neuropathie optique héréditaire de Leber, qui est une autre forme d'altération spécifique du nerf optique. Et on voit qu'entre ces 2 maladies, l'une qui est liée à la dynamique mitochondriale, l'autre un défaut du complexe 1, il y a une intersection, je reviendrai là-dessus, de la signature métabolomique. Côté maladie commune, le glaucome, qui est lié à l'âge, à la pression intraoculaire, a aussi un défaut de complexe 1 national respiratoire. Là aussi, on a trouvé une intersection entre la signature métabolomique de cette maladie et les maladies héréditaires. Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'intersection? Un défaut en vitamine B3, nicotinamide, un défaut en spermidine, un défaut en taurine. Et ça peut expliquer finalement la fragilité du nerf optique pour les cohortes de patients qui sont atteints de maladies communes ou rares qui affectent le nerf optique. Si vous allez voir sur PubMed, vous trouvez un certain nombre de papiers qui vous montrent que la taurine, la spermidine, la vitamine B3 sont tous les 3 des facteurs neuroprotecteurs spécifiques, pas nécessairement spécifiques, mais en tout cas neuroprotecteurs pour les cellules ganglionnaires de la rétine qui forment le nerf optique. Et donc ça nous amène à penser que la supplémentation nutritionnelle pour ces 3 molécules, ces 3 composés, qui sont des composés normaux, que vous avez normalement dans votre corps, est une route thérapeutique pour traiter les patients atteints de neuropathie optique, qu'elles soient communes ou héréditaires. Et puis voilà le résultat d'un premier essai clinique qui a été réalisé par Jonathan Houston en Australie, qui montre que lorsque vous donnez la vitamine B3 à des patients glaucomateux, eh bien, vous donnez un bénéfice thérapeutique pour ces patients, vous améliorez l'électrophysiologie du nerf optique chez les patients glaucomateux. Donc nous, à Angers, on a initié un premier essai clinique sur 25 patients dont le critère principal est l'absence de toxicité, traité pendant 6 mois avec 3 grammes par jour de nicotinamide, donc de vitamine B3. C'est en cours, le recrutement est à moitié effectué et on envisage à la fin de cet essai clinique un deuxième essai clinique en double aveugle avec 3 grammes par jour contre placebo, suivi pendant 3 ans avec comme critère principal l'évolution de l'acuité visuelle des patients. Et puis on se pose la question de proposer éventuellement à Red Bull de réaliser aussi un essai clinique pour la taurine, parce que dans une canette de Red Bull, vous avez 1 gramme de taurine, ce qui est largement suffisant éventuellement pour supplémenter des patients. Donc, pour résumer mon topo, ce que je voudrais dire, c'est que la démarche de métabolomique médicale, c'est quelque chose qu'on a appliqué actuellement sur 40 pathologies différentes, et je pense situations pathologiques différentes. Pour 38 d'entre elles, chaque fois, on a pu identifier une signature métabolomique qui était spécifique de la maladie. Donc, à partir de ces informations-là, il y a plusieurs choses qui arrivent et qui nous interpellent en termes de projection. La première, c'est que, bien évidemment, on met en évidence des nouveaux mécanismes physiopathologiques qui étaient a priori totalement insoupçonnés jusqu'à ce qu'on rentre dans la démarche de métabolomique. La deuxième chose, c'est qu'on définit un ensemble de marqueurs qui permettent de contribuer au diagnostic, à la stratification et aussi au suivi thérapeutique des patients lorsqu'on rentre dans des essais cliniques. La troisième chose, c'est qu'on apporte un rationnel fort pour une supplémentation en microaliments pour le traitement, micronutriments, microaliments, pour le traitement des cohortes de patients. Et le dernier point, c'est qu'on s'approche d'un concept de médecine de précision. Pourquoi? Parce qu'on définit une signature qualitative d'une pathologie. Lorsqu'on considère patient par patient, on a aussi une approche quantitative et ça permet d'adapter la posologie éventuelle de supplémentation de chaque micronutriment à la pathologie, à la personne. Alors tout ça, c'est très bien, encore une fois, mais il y a toujours un mais. Et le problème qui se pose par rapport à cette démarche-là, c'est la première chose, c'est que les patients sont rares, d'accord, mais les combinaisons de nutriments sont multiples. Si on veut tester par les essais cliniques l'effet de la vitamine B3, de la taurine, de la spirimidine, il faut chaque fois un bras
pour chaque molécule, plus un bras pour la combinaison de molécules, plus un bras pour la combinaison des 3 molécules, pour savoir s'il y a un effet de synergie entre ces différents traitements pour les patients. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les patients lisent nos publications et que trouver des patients naïfs actuellement qui ne prennent pas de la vitamine B3, ça devient de plus en plus compliqué. Deuxième souci, c'est que, a priori, il est impossible de créer de la propriété intellectuelle sur les constats de carence. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire de brevet et que derrière ça, toute la chaîne qu'on veut mettre en œuvre pour réaliser des essais cliniques qui est extrêmement onéreuse, parce que notre premier essai clinique sur 25 patients, c'est 150 000 euros. Le deuxième essai clinique qui serait prévu dans l'avenir sur 150 patients, d'accord, c'est 1 500 000 euros d'investissement. Donc, trouver des investissements pour une molécule qui est en vente libre dans chaque pharmacie, d'accord, c'est très compliqué. Et du coup, ça freine énormément la reconnaissance d'un micronutriment comme quelque chose qui est un vrai traitement avec des essais cliniques pour les patients avec lesquels on pourrait avoir derrière une prescription. Je m'arrêterai là. Je voudrais absolument remercier les gens qui ont contribué, et ce n'est pas moi, à réaliser toutes les études de métabolomique sur les patients et sur les souris OP1 et sur les cellules OP1. Donc, je citerai Pascal Régnier, Cynthia, Judith, Juan Chao de la Barca et Delphine, que vous connaissez puisqu'elle est ici dans la salle. C'est eux qui ont réalisé ces manips. Moi, j'ai pris l'ensemble des résultats et je l'intègre dans les études que je fais sur OP1 depuis 25 ans, depuis que j'ai identifié ce gène. Voilà, je finirai par cette photo que vous connaissez, la plupart d'entre vous qui êtes médecin de Hippocrate et qui a dit 22 siècles en arrière que ton aliment soit ta seule médecine. Je vous remercie pour votre attention et j'ai encore une diapositive simplement pour vous dire que s'il y a des gens qui sont intéressés par les maladies mitochondriales, on organise en 2026 le congrès mondial des maladies mitochondriales à Angers et je vous remercie pour votre attention.